De toutes les batailles navales de la Première Guerre mondiale, la plus importante est incontestablement celle du Jutland. Un affrontement sans merci entre dreadnoughts allemands et britanniques. Avec un dreadnought, on dit littéralement qu'on n'a peur de rien. Au début du XXe siècle, ces cuirassés représentent le nec plus ultra en matière de technologie. En effet, ces navires de guerre possèdent une puissance de feu inégalée, un blindage ultra novateur et une réputation d'invincibilité. Sur ces tourelles, il y a des canons dont le calibre est de 34 cm. Qu'un obus, ce qui va sortir du... pèse plus d'une tonne. C'est le poids aujourd'hui d'une petite voiture. Mais le rôle de ces dreadnoughts s'avérera moins décisif que prévu. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la flotte allemande est envoyée dans les îles écossaises pour y être internée, c'est-à-dire consignée dans une rade protégée. Pendant ce temps, à Versailles, les Alliés se disputent le partage de ce précieux butin de guerre. Les Français en réclament un quart, les Italiens aussi. Quant aux Anglais, ils veulent tout garder pour eux. L'histoire va alors prendre une tournure inattendue. Au bout de 7 mois sous stricte surveillance, le contre-amiral allemand Ludwig von Reuter parvient dans le plus grand secret à donner un ordre qui aura de graves répercussions. C'est un événement qui, encore aujourd'hui, reste entouré d'un certain mystère. Un siècle plus tard, le sabordage de la flotte allemande continue de soulever de nombreuses questions. Scapa Flow est une grande baie naturellement protégée. Donc pour les plongeurs, les conditions y sont moins difficiles qu'en haute mer. Les épaves de la Première Guerre mondiale reposent à une grande profondeur, mais restent quand même accessibles. Et la rade en offre une concentration assez unique. L'épave du Markgraf est la mieux conservée de la flotte allemande, mais aussi la plus profonde. Elle se trouve 10 mètres plus bas que ses deux voisines. Et si elle paraît beaucoup plus grande, c'est parce qu'elle est pratiquement intacte. Elle mesure à peu près 145 mètres de long sur 30 mètres de large, pour un poids d'environ 26 000 tonnes. Donc on a affaire à un beau spécimen. Allez, bonne chance! Au début, j'aimais simplement faire de la plongée sur épave, même sans connaître l'histoire derrière. Et puis petit à petit, j'en ai appris davantage. Je me suis intéressée au contexte historique. Et ça m'a vraiment plu. Ce sont des endroits fascinants à explorer. Peu importe qu'on s'intéresse ou pas à l'histoire militaire et à la guerre, ce n'est pas nécessaire pour apprécier. Rien que la structure des navires, c'est déjà impressionnant en soi. On n'en construit plus des comme ça de nos jours.
Cette opération de sabordage est très riche d'enseignements, en particulier sur la notion de puissance maritime, qui jouait un rôle beaucoup plus important à l'époque. C'était un véritable facteur de prestige et d'identification pour les nations et les peuples. Tout commence avec l'empereur allemand Guillaume II, qui se passionne pour la marine. Lors de son intronisation, il déclare « C'est à moi qu'il incombe de tenir le gouvernail du navire étatique ». Voilà comment un centre d'intérêt personnel va devenir un enjeu politique. Dès 1897, le Reichstag s'accorde à dire que l'Allemagne mérite sa place au soleil. Pour être une grande nation, il faut être une puissance maritime. Et l'Empire allemand compte bien devenir les deux. L'Allemagne comprend que si elle veut continuer à avoir cette politique d'expansion mondiale, donc également coloniale, si elle veut continuer à rivaliser avec la Grande-Bretagne, elle doit disposer également d'une flotte puissante armée de dreadnoughts. La marine suscite un engouement grandissant. La Ligue de la flotte allemande, une sorte de fan club de la marine, compte alors plus d'1 million de membres. Les Britanniques se sentent menacés. C'est le début d'une redoutable course aux armements. Pourtant, quand la guerre éclate, chacun préfère ménager ses coûteux vaisseaux. Au début de la guerre, la population allemande s'attend à voir sa flotte enregistrer autant de victoires que ses armées sur le front de l'Ouest. Mais à la surprise générale, les navires restent à quai. En position de supériorité, les Britanniques décident d'affamer l'Allemagne en lui imposant un blocus maritime. Et l'Allemagne échoue à mettre en place une contre-stratégie. Résultat, ses routes commerciales sont coupées et sa population n'a plus rien à manger. Malgré, ou plutôt à cause de cette flotte qui lui a coûté des milliards. En fin de compte, il n'y a eu qu'une seule grande bataille navale, plus des opérations sous-marines et quelques combats entre croiseurs. On est donc très loin des exploits promis par la flotte. L'Europe est exsangue. La Première Guerre mondiale a déjà fait 20 millions de victimes. À terre, la ligne de front n'a presque pas bougé depuis des mois et les soldats sont à bout. En Allemagne, de plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer cette flotte au coût exorbitant qui n'a apporté quasiment aucune contribution au conflit. Il reste peu de temps pour prouver que la marine a encore un rôle décisif à jouer dans cette guerre. L'état-major décide alors de lancer une dernière offensive navale, quelle qu'en soit l'issue. On part du principe que les navires allemands vont se faire complètement anéantir, mais il s'agit surtout de créer un symbole pour montrer à la population que ça valait la peine de construire cette énorme flotte. Sans en référer au commandement suprême de l'armée, les hauts gradés de la marine donnent l'ordre d'appareiller. Une décision lourde de conséquences. Les équipages, matelots, techniciens et chauffeurs, refusent d'obéir aux ordres. Ils éteignent les chaudières des navires et descendent dans la rue. C'est le début de la Révolution de novembre. La mutinerie de Wilhelmshaven déclenche une réaction en chaîne qui réussit à fédérer tous ceux qui sont mécontents de la situation et du système en général. Les marins, les ouvriers des chantiers navals, les soldats et même les simples citoyens. Au bout de quelques semaines, la Révolution gagne la capitale.
Ouvriers et soldats manifestent à présent en plein cœur de Berlin. La population veut renverser le pouvoir. L'Empire est au bord du gouffre. Guillaume II finit par abdiquer et le social-démocrate Philipp Scheidemann proclame la République. Arbeiter und Soldaten, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Quelques jours plus tard, l'armistice est signé. La flotte allemande doit être internée en dehors du pays. Une fois revenus au port, les marins sont prêts à mettre les navires hors service. Il ne leur reste qu'une semaine pour tout désarmer. Sous la surveillance des conseils de soldats nouvellement créés, ils s'empressent alors de démonter l'artillerie, de décharger les munitions et de retirer tous les équipements techniques. Mais qui sera chargé ensuite de piloter les navires jusqu'au lieu d'internement? Suite au refus du commandant en chef de la flotte, la tâche est proposée au contre-amiral Ludwig von Reuter. C'est un défenseur de la nation et de la monarchie. Il a servi de longues années dans la marine et il respecte les objectifs qu'elle se fixe. C'est même un besoin viscéral pour lui de contribuer à les concrétiser. J'ai décidé en mon âme et conscience qu'il était de mon honneur de servir le bien de l'État. Malheureusement pour lui, il se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Il est un peu obligé d'accepter cette mission de convoyage qui est difficile à mener et qui, en outre, ne lui rapportera pas grand-chose. Ludwig von Reuter finit donc par donner son accord. Mon grand-père était quelqu'un qui avait le sens des responsabilités. Et d'après mon père, il était aussi très diplomate et savait composer avec toutes sortes de personnalités, y compris avec les conseils de soldats. Pourtant, c'était vraiment compliqué de négocier avec eux. On peut même dire que c'était la difficulté principale. Le matin du 19 novembre 1918, un équipage de 20 000 hommes prend la mer. Destination, la base navale d'Édimbourg en Écosse. Les navires allemands doivent y retrouver la grande flotte de la Royal Navy qui les mènera jusqu'au lieu d'internement, le temps que le traité de paix soit négocié à Versailles. Ludwig von Reuter demande au conseil de soldats de faire preuve de sang-froid. Pour le contre-amiral, cette opération est un véritable numéro d'équilibriste, avec des matelots communistes et des officiers impérialistes placés sous la surveillance constante de leurs ennemis jurés, les Britanniques. Von Reuter se demande s'il sera à la hauteur des défis politiques qui l'attendent et des négociations avec les Britanniques. Au sein de la Royal Navy, l'atmosphère est tendue. Le blocus maritime contre les Allemands s'est avéré certes efficace, mais sans éclat. Il a manqué une victoire décisive, un nouveau héros des mers légendaire comme l'amiral Nelson à Trafalgar. Ils ont beau avoir gagné, ils sont extrêmement déçus, notamment à cause des fortes attentes qu'ils ont suscitées. L'un des officiers déclare alors « Il faut que nous donnions une démonstration visuelle de notre puissance maritime ». Le Royaume-Uni veut du grand spectacle. Les Français et les Américains envoient leurs dreadnoughts en renfort. Le rassemblement de ces 450 navires forme la plus grande flotte de tous les temps.
Regardez la marine vaincue qui vient à nous. On ne veut pas vraiment expliquer qu'elle est là pour cause d'internement. C'est un terme trop technique. On préfère dire qu'elle vient capituler et que la Royal Navy a encore assuré la victoire. « 8 heures du matin. D'épaisses fumées noires apparaissent à l'horizon. La représentation peut commencer. Alignée en formation menaçante, la grande flotte de la Royal Navy escorte les vaincus jusqu'à la baie d'Édimbourg. Les Allemands sont encadrés par des navires britanniques qui pointent leur artillerie sur eux. Un peu comme les esclaves germaniques qui devaient défiler devant les empereurs romains lors des marches triomphales. Les bateaux allemands ne sont plus que les accessoires d'une gigantesque opération médiatique mise en scène par les Britanniques pour célébrer leur victoire. Mighty dreadnoughts, manned by sturdy men. England holds the seas. Dans le camp des Alliés, on se donne beaucoup de mal pour exhiber en grande pompe cet imposant spectacle maritime, alors qu'en Allemagne, c'est évidemment tout l'inverse. Cette défaite cuisante est vécue comme une humiliation, appartenant aux pages les plus sombres de l'histoire. À environ 350 km au nord d'Édimbourg se trouve l'archipel des Orcades, situé entre la mer du Nord et l'océan Atlantique. Un lieu stratégique pour contrôler la mer du Nord jusqu'aux côtes norvégiennes. Les îles abritent une grande baie naturelle nommée Scapa Flow. Les Orcades avaient déjà servi de base centrale aux Vikings ou à des civilisations plus anciennes. Relativement isolée et peu peuplée, elle constitue aux yeux des Britanniques l'endroit idéal pour l'internement de la flotte allemande. D'autant que la rade de Scapa Flow mesure pas moins de 10 km sur 15. Quatre jours après la mise en scène d'Édimbourg, la flotte arrive enfin aux Orcades. 74 navires se dirigent vers le point d'ancrage choisi par les Britanniques. Il s'agit d'une île inhabitée, située en plein cœur de la baie. Le spectacle devait être magnifique. Toute la flotte allemande escortée par la flotte britannique. À certains endroits de Scapa Flow, les navires allemands mouillaient relativement près des côtes, où l'eau est encore profonde. Les gens d'ici pouvaient apercevoir les marins vaquer à leurs occupations quotidiennes à bord. Par temps calme, il était même possible de les entendre chanter ou jouer de la musique le dimanche. Vue des Orcades, la marine allemande avait un côté un peu mystérieux. Donc ça a créé une certaine effervescence de la voir sur place. Pour les habitants de la petite ville portuaire de Stromness, l'internement de la flotte allemande reste une période marquante, même si les matelots n'avaient pas le droit de poser le pied à terre. On ne fait pas trop le lien entre la présence des Allemands ici et l'histoire avec un grand H. Pour nous, c'est surtout un épisode local.
Yeah, turn it on its side, and so it needs to see the whole. Depuis cette époque, que ce soit pour la science ou pour les loisirs, la plongée est devenue indissociable de Scapaflow. Les gens s'y intéressent. À l'occasion des célébrations du centenaire, j'ai créé le nom de Scapa 100. Bonsoir à tous, merci d'être venus. On ne pensait pas avoir autant de monde. Ce soir, c'est le lancement officiel de Scapa 100. Durant toute l'année, de nombreux événements vont être organisés. La guerre a eu un énorme impact sur la vie des Orcadiens à cette époque-là. Et certains habitants touchés plus ou moins directement sont toujours vivants. « 1919, une nouvelle année commence. À Paris et à Versailles, ce n'est rien de moins que la réorganisation du monde qui va se décider au cours des prochaines semaines. De nombreux États du monde entier participent aux négociations. Des rois, des premiers ministres et des chefs de gouvernement accompagnés de leurs délégations ont fait le déplacement. Paris devient une immense ville bourdonnante, bouillonnante de délégations qui vont négocier et discuter de tout. Conférence de laquelle, il faut rappeler, les Allemands sont exclus. On discute du futur traité de paix uniquement entre pays alliés et associés, pour employer il y a quand même 3 empires qui viennent de s'effondrer. L'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand et l'Empire russe. L'ordre mondial a déjà volé en éclats. Le président américain Woodrow Wilson souhaite présenter un projet radical. Une société des nations destinée à garantir la paix. Mais il est trop en avance sur son temps. Pour l'instant, les Européens s'intéressent davantage aux indemnités de guerre. Au matin du 18 janvier, les négociations commencent. Pour les Français, plus jamais ça, l'Allemagne paiera. Pour les Britanniques, bien sûr, plus jamais ça, mais surtout, retrouver le commerce mondial, la route des Indes, retrouver sa richesse et sa domination des mers donc quasiment mondiales. Des sous-commissions sont chargées de régler les points de détail, tandis que des cartographes redessinent le monde. Résultat, une dizaine de nouveaux États vont bientôt voir le jour. Le comité chargé des questions maritimes doit prendre une décision concernant la flotte impériale internée en Écosse. La flotte reste une arme hautement stratégique et politique, ne serait-ce que pour la projection de puissance, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, plusieurs pays espèrent bien récupérer une partie de ces navires modernes. Les Français en réclament un quart, les Italiens aussi. Quant aux Anglais, ils veulent tout garder pour eux. Les Britanniques ont bâti leur empire grâce à leur suprématie sur les mers. Pour eux, Versailles est avant tout l'occasion de s'assurer que l'Allemagne ne représentera plus jamais une menace maritime. Si ça ne tenait qu'à eux, ils empêcheraient même les Allemands de posséder la moindre force navale. Les Orcades sont devenus le nouveau port d'attache de la marine allemande. Mais personne ne savait pour combien de temps. En fin de compte, ça a duré plus longtemps que prévu.
De cette période, le musée de Stromness a surtout conservé des petits objets, parce que l'espace est assez restreint. Par exemple, des objets domestiques que les marins utilisaient au quotidien, comme des tasses ou des assiettes, et d'autres objets plus personnels. L'un de mes préférés, c'est cette chope de bière, qui a appartenu à l'un des matelots consignés à Scapa Flow. Dessus, il est écrit « La musique et la bière, rien de tel pour me satisfaire ». À Versailles, les négociations semblent parties pour durer plusieurs mois. Pour les équipages cantonnés dans l'archipel des Orcades, c'est le début d'une longue période de désœuvrement. Le quotidien à bord se résume à une série de questions routinières qui aident les marins à ne pas craquer. Comment se réchauffer? Comment entretenir ses vêtements pour tenir jusqu'à la fin de l'internement? Comment maintenir les navires en bon état, du moins au début, pour qu'ils puissent repartir ensuite? Parce qu'à ce moment-là, on a encore l'espoir de ramener les bateaux au pays. Cette carte postale avec le portrait d'une jeune femme dessus date de février 1919. Vous pouvez peut-être nous la traduire? Ça nous donnerait un aperçu précieux d'une histoire personnelle. Il s'agit manifestement d'une fille qui écrit à son ami matelot. Elle dit, mon cher Martin, comme promis, je t'envoie une photo de moi. J'espère qu'elle te plaira un peu. Sinon, tu peux la déchirer. C'est un peu l'équivalent de nos réseaux sociaux d'aujourd'hui. Ils s'envoient leurs photos en espérant recevoir un like en retour. C'est le WhatsApp de l'époque. Même au niveau du contenu, ce n'est pas très profond. Les rares marchandises que les Allemands reçoivent de l'extérieur sont livrées par les Britanniques à bord de bateaux de pêche qu'on appelle drifters. Et à force de se croiser, les hommes finissent naturellement par sympathiser. À une échelle très modeste, c'est ainsi qu'Allemands et Britanniques parviennent à renouer le dialogue, et même à se faire un peu d'argent, grâce notamment à un marché noir florissant. Les marins allemands échangent leurs croix de fer, qui ne leur servent plus à rien, contre des denrées alimentaires et des produits du quotidien, comme du lait ou du savon. Puis, ils se mettent à vendre des morceaux de navires. Les Orcadiens sont très bricoleurs, et le matériel allemand était bien pratique et de très bonne qualité. Donc je pense que beaucoup de ces outils ont fini par atterrir dans les garages et les ateliers de la région. Je suis sûre que certains hommes d'ici gardent encore précieusement quelques-unes de ces clés dans leur garage. Pour les matelots, c'est une vie un peu en suspens. Et plus l'attente se prolonge, plus la frustration grandit. On voit naître alors toutes sortes d'émotions qui sont difficiles à canaliser. Au fil des semaines qui se transforment en mois, l'ambiance se dégrade et les équipages commencent à se révolter. Sur les gros navires, la grogne peut vite prendre de l'ampleur. Les hommes mènent la vie dure aux officiers, surtout à von Reuter. Pour les marins, cette guerre a duré trop longtemps et n'a servi à rien. Ils ont dû effectuer un travail physique harassant pour une rémunération médiocre.
tandis que leurs supérieurs ont mené la belle vie. Mais depuis le soulèvement de Wilhelmshaven et la révolution de novembre 1918, le vent a tourné. Les matelots se sentent désormais seuls maîtres à bord et profitent pleinement de la situation. C'est la vengeance classique. Le contre-amiral von Reuter a de plus en plus de mal à faire exécuter ses ordres. Les conseils de soldats exigent un droit de regard. Chaque décret et chaque commandement fait maintenant l'objet d'une négociation. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. L'Allemagne était à feu et à sang, mais on leur demandait quand même d'obéir aveuglément. Imaginez ça à notre époque, ça provoquerait un véritable chaos. Les hommes à bord du vaisseau amiral sont des communistes de la pire espèce. J'ai découvert à mes dépens qu'ils marchaient, et même qu'ils dansaient délibérément et systématiquement de jour comme de nuit au-dessus de mes appartements avec des sabots en bois. Mon chef d'état-major a dû subir les pires outrages. Toutes les nuits, et parfois même le jour, des membres de l'équipage sont venus faire leurs besoins juste au-dessus de sa fenêtre, souillant ainsi l'intérieur de sa chambre. Et lors de sa promenade, le commandant en second a failli être jeté par-dessus bord. Les hommes d'équipage font aussi le plus de bruit possible pour empêcher les officiers de dormir et les épuiser à tout point de vue. En fin de compte, la tâche de von Reuter consiste surtout à essayer de maintenir une sorte de stabilité. S'il veut éviter de fournir aux Britanniques un prétexte pour prendre possession du navire, il doit empêcher la cocotte minute d'exploser. Il lui faut trouver un terrain d'entente avec son propre équipage, tout en essayant d'obtenir des renseignements sur le sort qui sera réservé à tous ces hommes consignés. On peut imaginer que pour von Reuter, le poids des responsabilités était assez lourd à porter et la situation loin d'être simple. À Versailles aussi, l'ambiance est électrique. Les négociateurs sont en désaccord sur presque tous les points. Et le temps presse. De toute évidence, les questions navales ne sont pas du tout prioritaires. Pourtant, si elles ne sont pas résolues, elles peuvent devenir de sérieux obstacles au processus de paix. Les débats enflammés au sein du comité de la marine se transforment en bataille navale de Paris. Il faut absolument trouver une solution pour la flotte internée à Scapa Flow. Il y a plusieurs options possibles. On peut répartir les navires allemands entre les différents alliés, les puissances victorieuses. Ou bien, tout simplement, couler la flotte. Ou encore, la restituer à l'Allemagne. Mais ça, c'est l'option la plus improbable. Eh bien, les Français se disent... Nous avons perdu, pendant la guerre, exactement 125 000 tonnes de bateaux de guerre. Eh bien, dans cette marine allemande qui est à Scapa Flow, on veut récupérer de quoi recréer notre marine de guerre. Là, les Britanniques répondent « Pardon, mais c'est non. On tient à garder notre suprématie maritime. » Ils n'ont pas envie qu'un de leurs ennemis jurés vienne les concurrencer sur ce terrain-là et devienne une nouvelle menace navale. Quant aux Américains, ils veulent à tout prix éviter que les navires reviennent aux Britanniques. Ils envisagent en effet
d'établir une nouvelle hiérarchie sur les mers du globe, dont il prendrait évidemment le leadership. Le fait est qu'ils ont déjà commencé. Ils ont même assez de ressources pour construire 2 flottes, l'une pour l'Atlantique et l'autre pour le Pacifique. Les anciens alliés sont maintenant à couteau tiré. Chacun veut sa part du gâteau. D'autres États formulent à leur tour des revendications. La Belgique, le Portugal, la Chine et le Brésil tiennent aussi à récupérer une partie de la flotte. Lorsque il s'agit d'écrire le traité, eh bien, aucune décision finale n'a encore été prise, puisqu'il est simplement spécifié dans le traité que les bâtiments n'appartiennent plus à l'Allemagne. Le 7 mai, une ébauche du traité est communiquée à la presse. En fait, ce n'est pas vraiment une ébauche, mais le traité lui-même. Les Allemands ne peuvent plus rien y changer. Les officiers sont sûrs d'une chose à présent. Leur monde s'est définitivement effondré. Pour beaucoup d'entre eux, c'est un vrai coup de massue. Le traité ne fait preuve d'aucune clémence. Il est même humiliant pour la marine. La marine allemande est réduite au minimum. Ludwig von Reuter sait que si le traité est ratifié, il devra céder les navires. Sinon, les Britanniques n'hésiteront pas à les reprendre de force. Dans un cas comme dans l'autre, il est perdant. D'après le calendrier provisoire, la signature du traité est prévue pour le 21 juin. Voilà longtemps qu'ils ne maîtrisent plus rien. Maintenant, la question est de savoir comment réagir. Le contre-amiral divise les effectifs par 10. Il ne garde que les 1700 matelots les plus loyaux et congédie les perturbateurs. Mettez-vous à la place de von Reuter. Il n'a pas le choix. La seule chose qu'il peut faire, c'est de refuser aux Alliés ce qu'ils demandent, c'est-à-dire ses navires. La date fatidique approche. Il sait que les Alliés vont venir récupérer la flotte tôt ou tard. Il n'y a pas une minute à perdre. Il n'y a plus qu'une solution. Pour empêcher que la flotte ne tombe aux mains de l'ennemi, il faut la saborder. C'est le seul moyen de ne pas perdre la face. C'est une guerre de symboles. Les Anglais ont sorti les grands moyens pour scénographier leur victoire. C'est au tour du camp allemand de mettre symboliquement en scène une victoire pleine de panache, en coulant les navires, pavillon au vent, au nez et à la barbe des Anglais. Mais il faut agir vite. Après 7 mois d'inaction, Ludwig von Reuter donne à l'équipage ses instructions pour préparer le sabordage en toute discrétion. Il affirmera plus tard avoir pris cette décision seul. Une déclaration qui vise à décharger de toute responsabilité sa hiérarchie et le gouvernement allemand. Même si par la suite, les Britanniques retrouveront dans son coffre-fort des lettres confidentielles envoyées d'Allemagne qui révèlent à mots à peine couverts un ordre venu d'en haut. Au cours de la Première Guerre mondiale, quelques torpillages isolés ont prouvé que les dreadnoughts n'étaient pas totalement insubmersibles. Mais couler 74 navires en même temps, c'est une toute autre histoire. Nick Jellicoe est le petit-fils d'un célèbre amiral britannique. Il éprouve depuis des années une véritable fascination pour les dreadnoughts et prépare un film d'animation sur le sabordage. On peut partir de cette superbe photo puis changer l'angle de vue. Par exemple, on commence le plan par cette image et on finit en fondu enchaîné sur la maquette.
Ça nous permettra d'expliquer ce qui se passe quand un bateau coule. La manœuvre a été soigneusement organisée. Il a fallu imaginer comment couler chaque navire individuellement avec le plus de rapidité et d'efficacité possible. L'idée, c'était d'ouvrir les vannes pour faire entrer l'eau, puis de retirer les poignées et de les jeter à la mer, ou bien de jeter de l'acide sur les mécanismes, ou de les briser à coups de marteau pour empêcher la fermeture. À partir de là, ça devient très dangereux. Quand l'eau monte, les systèmes électriques commencent à lâcher et les membres d'équipage se retrouvent dans le noir. Donc il faut bien veiller à ce que tout le monde soit sorti à temps. Dans l'archipel des Orcades, ce premier jour de l'été 1919 va prendre une tournure inattendue. 21 juin 1919, le jour J est enfin arrivé. Ludwig von Reuter craint que ses navires ne soient saisis d'un instant à l'autre. 9h45. Contre toute attente, l'escadre britannique de surveillance lève l'ancre. Ces unités ont été réquisitionnées pour des exercices de torpillage en mer du Nord. Pour ce genre d'exercice, il faut qu'il fasse beau. Et là, c'est le cas. Ils choisissent ce jour-là pour envoyer l'escadre de combat faire des manœuvres. Le 21 juin. Sans doute le jour le plus crucial pour cette flotte. Et ils trouvent que c'est le bon moment pour envoyer cet étrange signal. Difficile de savoir si les Anglais se doutent de quelque chose, ou même s'ils sont au courant de quoi que ce soit. Peut-être ont-ils intercepté une partie des ordres de von Reuter? Ce que l'officier allemand ignore, c'est qu'à Versailles, la signature du traité a été ajournée. 1 heure avant l'expiration du délai supposé, il lance les opérations et demande à ses hommes de se tenir prêts pour l'ordre de sabordage. « 100 ans plus tard, la marine allemande et la Royal Navy se retrouvent à Scapa Flow. Leur rencontre constitue le point d'orgue des festivités de Scapassan. Le bateau de plongée se tient au centre. Ici Jane. Mettez-vous plutôt de l'autre côté, ça les gênera moins pour manœuvrer. Les plongeurs se préparent depuis longtemps pour cette opération. Les habitants des Orcades et les officiers haut gradés des deux pays commémorent ensemble le lieu de l'ultime coup de théâtre de la Première Guerre mondiale. Paragraphe 11 confirmé. C'est par ce message laconique que le contre-amiral von Reuter enclenche le processus de manière irréversible. Aussitôt après avoir reçu l'ordre de sabordage, les équipages mettent le plan à exécution. D'abord, ils ouvrent grand les vannes de coque des cuirassés afin que l'eau puisse s'y engouffrer. Puis ils détruisent les mécanismes et jettent poignées et manivelles par-dessus bord. Tous les sas, hublots, panneaux, écoutilles et canaux de ventilation sont bloqués en position ouverte afin que l'eau submerge tout au plus vite. À présent,
Il est impossible de les refermer. C'est le chaos absolu. Les seuls bateaux britanniques qui restent dans la baie sont des chalutiers et 2 destroyers. Ils font des allers-retours frénétiques entre les canots allemands pour essayer de convaincre les équipages de retourner à bord. Une fois les marins allemands réfugiés dans les canots de sauvetage, un drame survient qui n'aurait jamais dû avoir lieu et qui met leur vie en danger. Mon grand-père est même persuadé de vivre ces derniers instants. Ils se font tirer dessus de tous les côtés. 8 marins allemands sont abattus. Non seulement ils n'étaient pas armés, mais ils brandissaient sans doute le drapeau blanc dans leur canot. C'est ça la tragédie la plus scandaleuse de cette journée-là. Quand on analyse ce qui s'est passé à Scapa Flow, les choses deviennent plus claires. On comprend mieux la manière de penser des officiers de la marine impériale et le vieux code d'honneur qui les a poussés à agir. C'est le genre d'événement qu'on pourrait comparer à un oignon. Il comprend plusieurs couches d'explications qu'on peut isoler, mais qui sont toutes reliées les unes aux autres. Et une fois au cœur du bulbe, il ne reste plus rien. Car toute cette opération a quelque chose de vain et d'aberrant. On a dépensé des milliards pour construire cette flotte de combat ultra-moderne qui se sabordera à peine quelques années plus tard. Force est de constater l'absurdité et l'ironie de toute cette histoire quand on y pense. L'empereur déchu Guillaume II se trouve alors en exil aux Pays-Bas. En apprenant la nouvelle du sabordage, il fond en larmes. À Versailles, les réactions sont mitigées. Pour les Britanniques et les Américains, ce nouveau rebondissement résout beaucoup de problèmes. Mais les Français, eux, sont furieux. Et la presse dit, regardez, les Allemands sont bien évidemment des traîtres, mais bien, ce sont les Huns et les Félons qui ont sabordé leur flotte. Les Français accusent les Britanniques d'avoir favorisé le sabordage. Pour compenser cette perte, les Alliés exigent de récupérer les quelques navires restants, ainsi que la majeure partie de la marine marchande allemande. Avec 7 jours de retard, le traité est enfin signé. À Scapa Flow, le calme est revenu. Les marins consignés resteront encore 7 mois sur le sol britannique en tant que prisonniers de guerre. En Allemagne, le traité de Versailles est extrêmement impopulaire. Pour la toute jeune République de Weimar, c'est même un lourd fardeau. Au retour de Ludwig von Reuter, la marine fait de son mieux pour célébrer le sabordage comme un acte héroïque. Ce mythe du héros ne galvanise que les milieux très restreints de ceux qui se passionnaient déjà pour la marine avant 1914. La plupart des gens ont d'autres soucis en tête, à commencer par l'inflation, qui est déjà perceptible.
10 ans après le sabordage, les Orcades sont relativement épargnées par la crise économique mondiale. L'heure est plutôt au renflouement des épaves. Grâce à cette intervention, quelques entrepreneurs malins réalisent l'affaire de leur vie. À l'aide de ballons géants, les navires sont remontés à grands frais, puis envoyés à la casse. C'est la plus grosse opération de ce genre jamais mise en œuvre. Si quelques heures auront suffi pour couler tous ces bâtiments de guerre, il faudra presque 2 décennies pour les remonter à la surface. Leur acier est très recherché. Adolf Hitler lui-même s'approvisionne en Écosse. Le Führer vient de lancer le plan Z, qui vise à rééquiper l'Allemagne d'une marine de guerre. C'est une violation directe des accords de Versailles. Pourtant, la population allemande, qui n'a jamais digéré l'humiliation du traité, soutient totalement cette décision. Une marine flambant neuve voit bientôt le jour, et un nouveau conflit mondial se profile d'ores et déjà à l'horizon. Le sabordage de Scapa Flow fait des émules. En 1942, alors que les nazis sont sur le point de s'emparer de la flotte française dans le port de Toulon, l'amiral Jean de Laborde donne l'ordre aux équipages de couler leurs propres navires. Quelque temps plus tard, c'est au tour des Danois de saborder leur flotte menacée par les nazis. Cet épisode est tombé dans les oubliettes de l'histoire. Pourtant, il a été d'une ampleur et d'une importance capitale. Il s'agit quand même du sabordage d'une flotte tout entière, c'est-à-dire de l'un des éléments clés dans le déclenchement des hostilités. Ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui. Je parle de la montée du nationalisme. C'est le même mécanisme qui a mené aux événements de Scapa Flow.